Pierre-Yves Lisère, chirurgien à Rouen. Une remarque à faire sur le précédent cas, non? Oui. Ces patients en réanimation, sous dialyse, sous amine, avec une fuite, c'est toujours très compliqué de penser qu'on peut les améliorer avec une fermeture de fuite. En général, l'évolution naturelle de la maladie, elle est assez dramatique. Enfin, pour avoir discuté plusieurs cas, ça s'est toujours vérifié. Non, j'allais juste dire que dans ce genre de situation, je pense que quand on sait qu'on a une prothèse près de la valve, il vaut mieux ne pas larguer, surtout quand on sait qu'on va avoir à mettre une deuxième prothèse. Parce que là, on a très bien vu dans cet exemple que le fait d'essayer de refranchir a fait bouger la première prothèse. Donc, un peu d'ailleurs comme l'a montré Philippe Aldebert tout à l'heure, quand je mets plusieurs prothèses comme ça en chapelet, moi je les largue tout en même temps parce qu'on sait que justement, et puis la deuxième chose c'est que c'est vrai que le plug 3 bon, il n'est pas remboursé mais il ne coûte pas non plus très cher. Ça m'est arrivé d'utiliser quelques fois, mais par contre le plug 2 marche très bien aussi. Et il est beaucoup plus souple et moi j'utilise beaucoup de plug 2 dans ces fuites. Simplement il faut en mettre plusieurs pour compenser un peu l'absence de plug 3, mais ça a l'avantage d'être plus gros et d'avoir un meilleur profil que le plug 3. Et juste techniquement, quand tu laisses un deuxième guide, quel type de guide tu laisses en serrure des Le problème quand même du plug 2 et plug 3, c'est que dès que c'est une fuite large, tant que c'est pas demi-lune, vous êtes vite limité parce que ça tient pas, c'est trop petit. Et donc, j'ai pas vu les images 3D pour juger, mais bon, il y a des cas qui sont compliqués. Vous avez raison, il faut laisser le système attaché, peut-être comme j'ai montré les cas là, de l'Afrique du Sud, mettre un deuxième système en parallèle. Bon, bah, comme je pense que vous êtes tous en hypoglycémie, je vais essayer de vous réveiller, c'est un tout petit peu provocateur. Essayer de faire un plaidoyer à la fois pour la voie transapicale, pour la chirurgie, puis pour un autre système pour l'instant qu'on n'a pas vu. Donc, comme Rémi Notin vous l'a dit, voilà, je suis chirurgien cardiaque à Rouen. Donc, on travaille avec Hélène, avec Fabrice Bauer, avec Mathieu Godin. Et je voulais vous présenter rapidement un cas clinique d'un patient de 43 ans en fibrillation atriale permanente, donc sous Préviscan. Vous voyez, un patient un peu compliqué avec une hépatite B, une co-infection delta, un asthme. Et c'est un patient qui avait présenté un rhumatisme articulaire aigu avec en 1994 une première bioprothèse mitrale. En 2001, il y avait déjà eu un Redux avec une implantation de valve mitrale mécanique à l'époque. Et puis en 2009, Tridux pour remplacer la valve mitrale et puis également réimplanter la valve aortique. Et puis en septembre 2015, ce patient présente une dyspnée stade 3 avec une hémolyse, une anémie très importante. Et le bilan échographique en fait retrouve a priori une seule fuite mitrale grade 3 avec rupture de la suture entre 12 heures et 14 heures et 4 heures, pardon. Donc là, c'est ce qu'on a vu depuis ce matin. Voilà, c'est les échographies de Fabrice Bauer. Si vous avez des questions plus précises, mais je crois qu'on en a vu déjà passablement depuis ce matin. Alors, un point essentiel, on en a beaucoup parlé. Alors, il y a des systèmes à 300 000 €. Il y a des systèmes qui sont beaucoup moins onéreux. C'est Osirix. Il faut juste un Macintosh. C'est pour moi un outil essentiel pour vraiment faire des repérages multiplans et de préparer complètement l'intervention. Généralement, on peut faire ça la veille chez soi, très tranquillement, pour repérer toutes les incidences. Moi, généralement, je marque sur un petit papier toutes les incidences qui vont me servir. Et puis, en plus, vous voyez qu'on peut avoir des visions 3D qui sont extrêmement pratiques, surtout quand on est chirurgien, je pense, parce qu'on se représente parfaitement dans l'espace sur le malade où on doit aller. Un tout petit mot, parce qu'on a déjà l'expérience du TAVI, sur la fusion d'images du scanner et de la fluoroscopie. C'est souvent assez décevant, tout simplement parce qu'on ne retrouve jamais la même position du patient au scanner et sur la table de cathé. Et la fusion des images entre un scanner et ce qui se passe en fluoroscopie est souvent assez approximative et assez peu utilisable.
Alors la procédure, en fait, on a fait ça le 4 novembre 2015 dans une salle hybride qu'on a à Rouen, qui est relativement neuve, avec un Zygo. On parlait du repérage de la pointe. Moi, je pense que ça reste quelque chose de très important, de faire une échographie transthoracique au bloc, que ce soit en plus le chirurgien qui la fasse, pour pouvoir bien se repérer sur l'apex, sur la position et surtout la direction de la mitrale. On fait tellement de tavis en transapicale vers l'aorte qu'on a toujours un peu tendance à partir là où il ne faut pas. Et il faut plutôt partir vers la mitrale. L'abord transapical, c'est une mini thoracotomie de 5 cm dans l'espace intercostal gauche. Ça, on a évidemment largement l'habitude de le faire. On fait des bourses qui sont quasiment identiques au tavis, un tout petit peu plus petites quand même. Donc on a vraiment une zone très très petite. Le franchissement, en fait, va se faire avec une facilité assez déconcertante pour avoir vu quelques procédures transseptales. C'est vrai que là, à partir du moment où on a un repérage qui est efficace, on passe un grid Terumo hydrophile de 0,14 et puis après, on passe une sonde MP pour pouvoir mettre un extrastif et ça pose pas trop de problèmes à ce stade-là. Alors, on va y revenir après. On a utilisé une prothèse de chez Occlutech. Et donc, pour cette prothèse-là, en fait, on a besoin de mettre en place un désilet de D-French qu'on va passer, vous voyez, au niveau de la déhiscence. Vous avez les échographies en bas, voilà, qu'on regarde un petit peu en alternance avec la fluoroscopie. Alors, en fait, ce largage de prothèse, je suis désolé, les images ne sont pas d'une grande qualité, mais c'est des problèmes de reconversion vidéo. Vous voyez que cette prothèse, finalement, sur la face auriculaire, va se mettre relativement facilement. Vous voyez en bas l'écho 3D avec la mise en place de cette prothèse. Vous voyez que c'est une prothèse qui a un gros avantage, c'est qu'elle est rectangulaire. Voilà, donc on peut disposer en fait chez Occlutech de deux types de prothèses, des prothèses rectangulaires et des prothèses un petit peu plus carrées quand la fuite est plus petite. Et en fait, cet aspect rectangulaire va pouvoir nous permettre de nous adapter. Alors nous, on en est vraiment au début de notre expérience. On a fait venir le docteur Honorato pour nous aider. Et puis surtout, on a quand même besoin pas mal du laboratoire parce que vous voyez, il y a un certain nombre de critères de distance. Vous voyez, il y a plein de modèles. Et donc c'est assez intéressant, qui nous aide pour déterminer le modèle le plus adapté avec la fuite qui puisse correspondre à la fuite qu'on a. Alors vous avez déjà vu dans le cas précédent ce qui pouvait se passer, c'est-à-dire qu'on peut avoir un blocage de l'ailette au moment du largage de la partie, on va dire sur la face ventriculaire. Et vous voyez ici, on voit très très bien en écho le blocage de l'ailette ici, et on a une hypotension immédiate avec un retentissement hémodynamique qui nous a fait vite comprendre que voilà, on devait replacer le système. Alors l'avantage quand on est en transapicale, c'est que une simple rotation, voilà, directement, on a une sensation qui est relativement directe, permet de tourner en fait la prothèse et de la mettre vraiment parallèle à la valve et à la déhiscence, et ce qui a permis de pouvoir retrouver un fonctionnement de l'ailette tout à fait normal. Alors une fois que cette première fermeture a été terminée, finalement on s'est aperçu que juste à côté il y avait une deuxième déhiscence qui était séparée, et en fait dont les flux en fait se mélangeaient avec la première et qui avait été difficile de mettre en évidence au départ. Donc Fabrice Bauer nous a fortement, on était déjà un peu fatigué, Fabrice Bauer nous a fortement incité à aller la fermer, je crois qu'il a eu raison, et vous voyez on a repassé un deuxième guide directement dans cette deuxième déhiscence, donc vous voyez ça a été fait en 30 secondes, c'est-à-dire qu'on a vraiment une facilité pour franchir ces fuites par voie transapicale qui est très très importante. On a remis un occludeur donc un peu différent, qui était un occludeur plus petit et carré. Voilà, vous voyez ici le largage. Je suis désolé pour la qualité qui n'est pas excellente. Et le résultat final, c'est que, vous voyez, on se retrouve avec la persistance après le largage immédiat d'une IM qui était inférieure à gradin, et cette fuite en fait va complètement disparaître progressivement, et lorsque le patient est sorti
du service, on n'avait absolument plus aucune fuite. Et là, on a eu un nouveau contrôle à 4 mois. Donc pour l'instant, il n'y a pas de récidive de fuite. Alors, le traitement de ces fuites paravalvulaires, alors je pense que vraiment, là, on parle des fuites paravalvulaires mitrales. Je pense que pour l'aortique, les voies directes restent tout à fait intéressantes. Mais les avantages, ils sont bien sûr qu'on est dans le sens du flux. Et avec un cathéter hydrophile, on a vraiment le sentiment de partir dans le flux et que c'est relativement facile de franchir. Ensuite, il y a un gros avantage, c'est qu'on a une poussabilité du désilet à travers la valve qui est très très bonne, puisqu'évidemment on est à quelques centimètres de la déhiscence et on peut passer le désilet à travers la déhiscence. Le contrôle est évidemment très précis. Moi, mais c'est un grand débat qu'on a en ce moment dans l'équipe, c'est savoir si ça s'adresse à toutes les fuites, si est-ce qu'on ne doit pas se faire une série pour que même les patients qui seraient éventuellement faisables en transseptal, on ne doit pas les faire en transapical pour voir un petit peu les résultats. Les inconvénients, il faut un chirurgien, ça c'est une catastrophe. Mais il faut quand même un chirurgien qui a une maîtrise, je pense, du transapical mitral. Et c'est ce que je dis souvent, il y a plein de systèmes qui vont arriver. On va avoir vraiment besoin de la voie transapicale pour des tas de systèmes qui sont dans les laboratoires des industriels. Et je crois que c'est très très important. Alors voilà, il reste une discussion tout à fait ouverte entre ces différents abords. Voilà, alors je vous avais dit parce qu'on n'est pas des saumons et voilà, c'est difficile des fois de se prendre pour un saumon. Donc voilà, je suis assez partisan de la voie transapicale comme vous l'aurez compris. Voilà, je vous remercie. Oui, très facilement, en fait, c'est comme ça, en fait. C'est ce qui nous a permis de résoudre le problème, on va dire, relativement rapidement. Honnêtement, on manque encore, nous, un peu d'expérience pour aller vite. Mais cette rotation, en fait, quand on a juste le système dans la main, qu'on a à quelques centimètres, et surtout qu'on a quelque chose de rectiligne. Donc, c'est-à-dire que la moindre variation d'angulation, on voit très très bien, on voit le système tourner, quoi. Ce qui est moins facile, je pense, en transseptal, où on a un système qui est quand même avec des contournements difficiles. Beaucoup plus, tout à fait. Je pense que le cas précédent est assez intéressant, je pense, en comparaison. C'est-à-dire qu'une fois en transseptal qu'on est bloqué dans des positions comme ça, on a une rigidité qui est un peu difficile. C'est comme les flexibles pour les perceuses, quoi. À partir du moment où on a une flexion qui est trop importante, on a des phénomènes de torsion et donc des résistances, et donc la manipulation est beaucoup plus brutale avec surtout des ressauts, je crois qu'on voit. C'est un peu le problème, tandis que là, on arrive en transapical, je pense que le système est largement plus manipulable. Enfin bon, voilà, on a aussi une expérience très débutante, donc il faudra voir à terme un petit peu tout ça, mais je pense que moi je suis enthousiaste. Là, on est parti sur du D-French. En fait, ça dépend beaucoup de la prothèse. Alors, on peut descendre à 9, voire à 8, pour certaines prothèses qui sont relativement petites. Nous, avec le laboratoire, on part sur du 10. Moi qui ai connu les débuts du transapical avec des introducteurs qui étaient absolument monstrueux de 32, si vous voulez, quand on prend un 10, on se dit, bon là là, c'est rien du tout. Probablement, mais je pense que voilà, le fait de refaire la très très faible différence qu'il y a entre un 7 French et un 10 French, moi je suis pas sûr que sur le plan du résultat ça change grand chose, quoi, parce que on est quand même dans des tiers de millimètres, donc on va quand même pas très très loin, quoi, sur les différences dans ces systèmes là.